Nous poursuivons ensemble sur France 3 Bretagne la seconde partie de cette soirée spéciale élection municipale à moins de 2 semaines du scrutin. Si vous nous rejoignez, nous sommes toujours avec Frédéric Collat, rédacteur en chef de France Bleu Brésil, au cœur de la brasserie Coref à Carhaix. Après le débat qui a concerné la capitale du Poher, prenons maintenant la direction de Morlaix et commençons par quelques éléments repères. Morlaix, située sur la côte nord du Finistère, est la 5e ville du département. On y dénombre 14 721 habitants, soit 25% de moins qu'en 1968. Une population qui est vieillissante, 28% des Morlaisiens ont plus de 60 ans. Le taux de chômage est de 8,4% et il est supérieur à la moyenne bretonne. À noter qu'un Morlaisien sur 5 vit sous le seuil de pauvreté. Voilà pour ces chiffres. Poursuivons avec la présentation de nos invités selon un ordre qui a été défini par le tirage au sort réalisé juste avant cette émission. 4 listes ont été enregistrées en préfecture et effectivement celle d'Agnès Lebrun. Agnès Lebrun, vous êtes donc à la tête de la liste Vivons Morlaix. Vous briguez un 3e mandat. Votre liste est étiquetée divers droite car vous avez claqué la porte de Les Républicains en mars 2019 avant les européennes. Rappelons que vous avez fait basculer ce bastion historique de la gauche vers la droite en 2008. Bonsoir Agnès Lebrun. Bonsoir. Je n'ai pas claqué la porte, j'ai fermé la porte. Une précision importante. Face à vous, Jean-Paul Vermeau, vous menez la liste Morlaix Ensemble, vous êtes socialiste, vous faites alliance avec le Parti communiste et Génération. Vous étiez déjà tête de liste en 2014 et donc vous étiez dans l'opposition municipale. Bonsoir. Bonsoir à vous. Morlaix Alternative Citoyenne, c'est la liste que vous menez, Didier Allain, une seconde liste à gauche, soutenue également par Europe Écologie Les Verts, la France Insoumise et l'UDB, une liste d'Alternative Citoyenne, comme son nom l'indique. Bonsoir. Bonsoir. Alors tout à fait, c'est une liste alternative, Morlaix Alternative Citoyenne, la gauche, résolument écologiste et solidaire. Merci à vous. Face à vous, le dernier candidat, Jean-Philippe Abser, vous menez la liste Morlaix avec vous. Vous avez été investi par La République En Marche et vous avez constitué un ticket avec Anne Bruyot. Vous étiez déjà dans l'opposition municipale entre 2008 et 2014 et entre 2015 et 2018. Bonsoir, merci de nous recevoir. Bonsoir à vous, merci d'être là. Alors nous débutons tout de suite avec ce dessin de Loïc Schwartz qui nous accompagne pendant la campagne et que la configuration politique du débat a fait réagir avec humour et vous allez aussi réagir vous-même. Alors Agnès Lebrun, vous êtes dans la barque, vous flottez sur cette barque qui annonce la Venise du coin. Fluctuac nec mergitur, comme on dit à Paris, ou alors vous marchez sur l'eau, vous nagez, vous flottez? Non, je crois que nous gardons le cap, c'est-à-dire qu'effectivement, et vous l'avez bien montré dans cette première diapositive, la situation de Morlaix, comme dans beaucoup de villes de cette strate, connaît des difficultés de précarité, etc. Et nous les résorbons au fur et à mesure, parce que la démocratie et l'action publique, c'est aussi une politique de petits pas. Et puis, c'est vrai qu'il y a aussi des désordres autour, parce qu'on voyait qu'il y avait pas mal d'agitation autour, et nous gardons le cap, en effet. Qu'est-ce que ce dessin vous inspire, Jean-Paul Vermeau? 2 listes à gauche, vous espériez partir ensemble et finalement l'union s'est fissurée? Non, l'union ne s'est pas faite, c'est pas la première fois, c'est malheureux, mais je crois que nous avons des optiques différentes et qu'il est légitime de présenter chacun sa voix. La nôtre, elle est résolument d'un changement de cap. Vous avez rappelé les indicateurs de Morlaix à l'heure actuelle, ils s'aggravent. Ces dernières années, la perte de population, nous sommes la ville la moins bien placée de Bretagne en termes démographiques et il faut résolument prendre un nouveau cap, un nouvel élan pour Morlaix, pour redresser cette ville qui a besoin d'un nouvel horizon et d'une nouvelle équipe et également d'un nouveau projet. Restons dans les alliances tout de même, des courriers ont circulé. Qu'est-ce qui fait que ça n'a pas pu se faire ? Est-ce que Didier Allain, vous étiez partant pour une alliance ou vraiment vous voulez y aller tout seul ou vous avez déjà prévu l'après-premier tour? Alors, c'est-à-dire que l'autre liste est partie toute seule bien au mois d'avril déjà, avant que nous fassions une liste. Donc jusqu'en septembre, on y a cru. On a vraiment pensé que c'était faisable. Effectivement, on a vu qu'il y avait des divergences quant au fonctionnement, en fait. C'est ça qui a chopé. Et du coup, on a mené notre liste, parce qu'on travaillait déjà depuis 1 an et demi avec les habitants.
Et donc, c'était impossible de pouvoir fonctionner ensemble. C'est une ville traditionnellement de gauche qui a été socialiste entre 1971 et 2008, à part une parenthèse, entre 89 et 1995. Cette désunion vous a déjà fait perdre en 2008, en 2014. Vous persistez dans la division? Alors, moi, nous, on pense qu'au deuxième tour, il faut se réunir. On a fait une proposition qui est restée sans réponse. Au mois de décembre, Voilà. une lettre que vous avez adressée. Donc nous, ce qu'on disait, ce qui a chopé, c'était le fait que deux listes différentes se retrouvent au soir du premier tour pour faire du marchandage sur un bout de table. Et ça, les habitants n'en veulent pas. C'est pour ça, à mon avis, qu'il fallait un accord préalable. Voilà. Jean-Philippe Babser, vous connaissez bien Jean-Paul Vermaux. Vous étiez ensemble, me semble-t-il, dans des élections précédentes. Qu'est-ce qui fait que cette fois, vous partez seul ? Alors déjà, je connais bien tout le monde et je respecte tout le monde. Oui, parce que vous avez été écologiste aussi dans votre première présentation. Hein. Et j'ai fait partie aussi du conseil municipal de Madame Lebrun, donc je la connais aussi. Donc, qu'est-ce qui fait que je pars tout seul? Eh bien, personnellement, j'ai été engagé, comme vous le dites, sur l'écologie. J'ai ensuite travaillé au sein du conseil municipal et j'ai voulu me présenter devant les électeurs aujourd'hui sur Morlaix, sur une liste soutenue par La République En Marche, mais qui reste une liste ouverte, parce que je ne trouvais plus ma place et mon espace d'expression au sein de mon ancien groupe. Donc j'ai rencontré notre députée Sandrine Lefeur, qui m'a invité à participer à l'élaboration de cette liste. Cette liste était animée par Anne Bruyot à ce moment-là. Et j'ai rencontré des personnes issues de la droite, issues de la gauche, issues de l'écologie aussi, mais qui n'avaient qu'une seule volonté, c'était de redonner un second souffle à Morlaix. Et dans le contexte actuel, celui de la bataille des retraites, celui du 49-3, vous ne regrettez pas cette étiquette Alors, je ne regrette absolument pas cette étiquette. Et non seulement je ne la regrette pas, mais je l'assume. Aujourd'hui, je suis entouré d'une équipe extraordinaire et sur laquelle je peux m'appuyer et avec laquelle j'ai envie de redonner du dynamisme et un sourire à Morlaix. Agnès Lebrun, pourquoi vous choisissez de partir pour un troisième mandat? On sait qu'à chaque fois, ça a été quand même serré. La dernière fois, vous avez gagné à 241 voix près, hein, si je ne me trompe pas. Cette fois, la différence, c'est que vous partez sans soutien officiel. Vous n'êtes plus étiqueté LR. Hein. On l'a dit, on a dit que vous avez fermé la porte. Les précédentes victoires n'étaient pas liées au contrat avec un quelconque parti, parce que les élections municipales sont avant tout des élections de proximité. Et la raison pour laquelle nous briguons avec une équipe renouvelée à 40% un troisième mandat est tout simplement liée au fait qu'en 2008, lorsque nous sommes arrivés, nous avons trouvé la ville en faillite. Lorsque nous avons constaté que cette ville avait quasiment 20 millions d'euros de dettes, qu'elle n'était capable en 2004 d'investir que 1,2 million d'euros pour le bien-être de sa population. Vous imaginez bien que les années qu'il a fallu pour redresser la situation ont été nombreuses. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a une sorte de décalage. Le deuxième mandat nous a permis de faire ce que nous aurions dû pouvoir faire dans un premier mandat. C'est la continuité, là. Et par conséquent, nous avons énormément de projets qui sont largement engagés. Et la volonté, la détermination de les continuer est naturelle, mais c'est aussi qu'on ne quitte, on ne reste pas au milieu du gué. Mais j'entends, si vous me permettez juste une petite remarque sur ces divisions, sur on a envoyé une lettre, on n'a pas eu de réponse, oui mais on avait dit qu'on pouvait faire les choses ensemble. Croyez-vous vraiment que ce sont ces combines que les gens attendent de nous lorsque nous nous lançons dans l'action publique? C'est ce que M. Alain a dit. Les oui, combines, c'est quelque chose alors, que vous en gros, partagez. l'alternative, pardon, je vous laisse la parole, M. Vermaux, mais l'alternative, c'est est-ce qu'on fait l'alliance avant le premier tour? Est-ce qu'on le fait après le premier tour? Mais on part ensemble sans être... C'est un peu le jeu d'essai de famille, votre affaire, parce que il y a même... Non, mais je le dis simplement pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent. Il y a dans vos listes respectives des gens qui ont siégé de côté et d'autre. C'est-à-dire que, pour tout vous dire, quand j'ai lu les trombinoscopes, je ne m'y retrouvais pas parce que je ne comprenais plus tel individu qui était dans tel... Alors, vous étiez vous au conseil, et puis un autre, mais sous une étiquette on donne la parole. Enfin, c'est assez compliqué quand même à comprendre, admettez-le. Votre réponse, Jean-Paul Vermaux. Mais aux trois, en commençant par Madame Lebrun. Ne refaisons pas 2014, j'ai l'impression que vous déroulez le même argumentaire sur... Vous n'avez pas changé. Vous allez comprendre qu'on a beaucoup changé sur cette alliance de la carpe et du lapin. Il serait temps de se renouveler en 2020. Franchement, ça ferait du bien au débat démocratique pour qu'on aille sur le fond. Monsieur Alain,
Vous nous avez écrit le 29 octobre. À 1h12 du matin, je m'en souviens très bien, votre liste Morlaix alternative citoyenne pour mettre fin à des négociations qui devaient se poursuivre le jour même à 10h. Ensuite, vous avez repris contact avec nous pour nous faire une proposition à laquelle nous vous avons répondu fin décembre. Vous refaites cette proposition dans la presse, là, je ne sais pas pourquoi, alors que nous avons déjà répondu à votre proposition. Vous nous proposiez une sorte de fusion, un accord de fusion préalable au premier tour qui correspondrait à ne pas discuter du projet, mais à échanger des postes. Nous vous avons répondu sur cette alternative. Il y en Donc a la une réponse deuxième a été sur laquelle nous vous laissions libre, c'est le désistement du deuxième tour. Pour une fusion soit crédible, il faut un accord sur le programme, il faut un contrat de majorité. S'il n'y a pas ces deux éléments, ces deux pieds à une fusion, c'est de la confusion. Et je suis heureux d'entendre Jean-Philippe assumer son étiquette, la réforme des retraites, la réforme du chômage, la loi Élan sur le logement social. Eh bien, au moins, ça a le mérite de la clarté en termes d'affichage et d'acceptation d'une étiquette. Et pour faire une fusion, il faut les résultats du premier tour. On va passer au thème suivant dans ce débat. Alors, un thème important, le centre-ville est au cœur de vos programmes car il connaît des difficultés. Avant de vous donner la parole, je vous propose de poser le décor, en quelque sorte, avec ce dossier réalisé par Bleuhen-Le Borgne et Louise Cognard. Morlaix, son viaduc, ses maisons à Pont d'Alez, ses rues piétonnes, un centre-ville plutôt charmant qui aurait tout pour plaire. Et pourtant... Qu'est-ce que vous pensez du centre-ville de Morlaix, du coup? Nul. Nul? Bah oui, parce qu'il n'y a plus rien maintenant. C'est un petit peu triste. Voilà, c'est vrai que ça fait un peu désert au niveau des magasins. Bon, pour les touristes, c'est bien. Hein. Et en tant qu'habitant, c'est vrai que ça manque beaucoup de choses. Morlaix perd des habitants et ses boutiques. Dans le centre, plus de 20% des locaux commerciaux sont vacants. Le bas de la Grand-Rue, autrefois la plus marchande de la ville, ne compte plus les vitrines vides. Un peu plus haut pourtant, la rue est encore bien animée et ses commerçants n'ont pas l'intention de la laisser mourir. Tous les vendredis, ils se retrouvent pour un déjeuner de travail. Être plus visible sur les réseaux sociaux, proposer des animations, décorer les devantures abandonnées, les pistes sont nombreuses. Ça met du monde. Les vitrines qui peuvent être vides aujourd'hui, elles vont se regarnir parce que les gens auront envie de venir dans cette rue-là. S'il y a une bonne ambiance comme ça, si c'est animé, si on fait quelque chose pour les clients, pour les visiteurs, pour tout le monde. Donc on a du boulot. Réunis en collectif, ces commerçants veulent agir, même s'ils n'ont pas la main sur tout, comme le stationnement par exemple. Un client qui tourne 2 heures pour se garer, c'est plus un client, c'est une voiture en mouvement qui pollue et voilà. Au stationnement payant et souvent complet du centre-ville, beaucoup de consommateurs préfèrent les parkings des zones commerciales, comme celle de Saint-Martin-des-Champs, commune voisine de Morlaix à la sortie de la voie express. Hypermarchés et magasins spécialisés ne cessent de sortir de terre depuis les années 80. Tous les jours, des centaines de personnes transitent par cette zone, moins authentique que la cité du Viaduc, mais visiblement plus attractive. Est-ce que parfois vous allez au centre-ville de Morlaix? Pas beaucoup, non. Rarement. Pas besoin d'aller au centre-ville? Non. Et comme je suis à pied et à vélo, c'est la côte pour venir et puis on a tout, quoi. Il y a tout dans le coin, donc je vois pas pourquoi je prendrais ma voiture ou le bus pour descendre. Morlaix n'est pas la seule ville victime de sa périphérie. Pour René Poldès, chercheur spécialisé en urbanisme commercial, elle souffre en plus de sa géographie, avec un centre, paradoxalement, loin de tout. On a un axe qui est la voie express, évidemment, qui fonctionne aussi comme rocade à Morlaix. Et on a donc toutes les grandes surfaces qui sont installées là, mais on a aussi énormément de zones d'activité. Et donc on a des cheminements vers le périurbain et on n'a aucune raison, ou on a peu de raisons de descendre en centre-ville de Morlaix, puisque tout se passe en haut. Autre élément qui joue contre le centre-ville, les inondations, récurrentes à Morlaix, situées dans une cuvette au-dessus de 2 rivières. Les dégâts sont souvent considérables et les procédures parfois compliquées avec les assurances, de quoi décourager certains commerçants. Ce salon de tatouage vient juste d'ouvrir sur la route de Paris qui surplombe la ville. Joey Garcia aime Morlaix,
Mais il ne se voyait pas s'installer dans sa zone basse et refaire des travaux après chaque crue. La salle où on pratique donc le métier doit être vraiment presque comme une salle d'opération, si on veut dire. Ouais, donc c'est vraiment refaire toute une salle et pour qu'elle soit en norme de nouveau, c'est vraiment du boulot. Comme les commerçants de la Grand Rue, Joey Garcia veut faire vivre Morlaix. L'avenir du centre-ville est le premier enjeu des élections municipales. Mais comment faire face à la folle expansion de la périphérie? Le débat est ouvert. Nul, triste, désert, ça manque de beaucoup de choses. Les mots des Morlaisiens qu'on entend dans ce sujet sont extrêmement forts. Alors vous partagez ce constat, on le sait, Agnès Lebrun, mais ça fait 12 ans que vous êtes à la tête de la ville. Pourquoi ne faire le constat que maintenant? Je ne partage pas ce constat. Ah. Je ne partage pas ce constat. Et je trouve que dans le sujet, si vous me permettez, on voit la limite du micro-trottoir. Non pas que tout aille bien, évidemment. Il y a les statistiques aussi, hein, 99 oui, commerces vides contre sûr. 283 occupés, ça parle. Bien sûr, mais reprenons les choses dès le début, si vous voulez bien. Lorsque on parle de vacances de commerce, de quel type de commerce parle-t-on? Est-ce que l'on parle de la vacance de commerce qui sont fermées depuis 30 ans ou qui sont fermées depuis 2 ans? Lorsqu'on parle de micro-trottoirs comme on en voit là, où on voit des citoyens qui vous disent « c'est nul, il n'y a rien ». Pour qu'un commerce existe, il faut une chose impérative, il faut un client. Il faut que quelqu'un accepte de payer peut-être un peu plus cher, avec une valeur ajoutée, et accepte de ne pas seulement aller dans la périphérie, dans toutes les galeries commerciales, en se disant « je ne vais plus en ville parce qu'il n'y a rien ». Je vais vous raconter une anecdote très courte. Dans ma rue, puisque j'habite une rue centrale à Morlaix, quelqu'un est entré dans un magasin en disant « Mon Dieu, que ça a changé, ça fait 1 an que je ne suis pas venue, c'est vraiment terrible, il y a plein de boutiques fermées. » La commerçante lui a fort justement répondu « Vous savez quoi, on vous attendait. » C'est-à-dire que la redynamisation d'un centre-ville, elle est évidemment multifactorielle, comme est multifactorielle la difficulté que peut rencontrer un centre-ville. Et en l'occurrence... C'est la faute des clients. Non, s'il vous plaît, ne caricaturez pas. Je dis juste qu'un commerce sans client n'existe pas. Ensuite, effectivement, il faut dynamiser. Je veux simplement dire que ceux qui en parlent le plus sont généralement ceux qui les fréquentent le moins. On le sait, évidemment. Sur le stationnement, enfin, tous ces sujets cristallisants, il faut les regarder avec un tout petit peu d'objectivité de préférence et de façon un peu rationnelle. Lorsque nous redynamisons, revitalisons un centre-ville, regardons déjà ce qui se fait ailleurs. Je ne crois pas que Morlaix souffre particulièrement plus que d'autres, puisque c'est d'ailleurs pour cette raison que le gouvernement a lancé un programme qui s'appelle Action Cœur de Ville, et on va y revenir. Non mais oui, mais attendez, à un moment donné, vous ne pouvez pas nous lancer des images comme ça où vous avez des Morlaisiens ou des pseudo-Morlaisiens, parce que je n'en ai pas reconnu beaucoup et je crois les connaître, il y en avait 2 ou 3, qui vont nous dire tout est nul, il n'y a rien à Morlaix, etc. Moi, je peux vous rencontrer... Et je peux vous présenter, et d'autres, des Morlaisiens qui vous diront à quel point ils sont heureux d'y vivre. Et je vous dis juste... On n'en doute pas. Non, mais, il faudrait que les clients viennent. Voilà. Alors, juste, on va donner la parole à Monsieur Babser. En une demi-phrase, parce qu'on ne peut pas laisser les images s'installer. Nous avons, en une seule année, 375 acquisition immobilière dans le centre-ville de Morlaix. Ouais. Il n'y a plus rien à vendre. Si vous aviez interrogé les agences immobilières et les notaires, ils vous auraient dit « Nous avons des néo-arrivants, il n'y a plus aucun bien à vendre à Morlaix ». C'est bien la preuve qu'il y a de nouveaux occupants. Monsieur Babser, Jean-Philippe Babser, vous avez été commerçant à Morlaix, vous avez même été président de l'association des commerçants. Vous, quelle est votre analyse? Le problème, c'est le stationnement, les inondations. Quel est le problème? Alors déjà, j'ai regardé votre reportage et je suis attristé de voir à quel niveau de délabrement commercial et économique est arrivée la ville de Morlaix. Les gens que j'ai vus là, je les connais, c'est des Morlaisiens. Et je les connais d'autant plus que je les ai reçus personnellement dans mon magasin pendant 15 ans. J'ai vu en 15 ans la ville péricliter. J'ai eu à subir moi-même des fins de mois difficiles. Et j'ai dû rebondir dans une autre ville pour ne pas faire, comme hélas beaucoup de commerçants, un dépôt de bilan. Vous êtes à Roscoff, en bord de mer. Voilà, aujourd'hui je suis à Roscoff. C'est très dur d'être commerçant à Morlaix aujourd'hui. La faute à qui, la faute à quoi? Et je suis admiratif et je leur donne tout mon soutien pour ceux qui arrivent encore à tenir. Alors la faute à qui? La faute à quoi?
Alors effectivement, il y a une conjoncture économique qui n'est pas que morlaisienne, mais je me révolte un peu contre le fatalisme que j'entends. C'est comme ça dans toutes les villes. Alors c'est quoi la solution? C'est pas vrai, c'est pas comme ça dans toutes les villes. Il y a des villes plus dynamiques que d'autres. Voilà. Quelle solution? Alors la solution, c'est de prendre les problèmes déjà à la base. Nous avons eu une délégation de service public pendant des années qui a été donnée à une grosse entreprise et qui a géré les parkings de manière à redistribuer du bénéfice plutôt que de laisser cet argent-là dans le tissu local. Nous avons aujourd'hui un test sur 3 mois pour faire du parking gratuit de la zone bleue. La zone bleue, c'est une solution. Donc c'est un problème de stationnement. Vous, monsieur Alain, voilà, parmi les problèmes... Entre autres, hein, parce que je pourrais... Le reportage témoigne aussi de l'attrait de la périphérie. On voit cette dame, il y a tout dans le coin, pourquoi j'irai en ville? C'est une analyse que vous partagez aussi? C'est une analyse qui est valable pour toutes les villes de France. Hein. On a construit en périphérie des zones commerciales hein, au détriment des centres-villes. Et donc, il faut changer de méthode. Et il faut faire revenir des habitants dans le centre-ville. Parce qu'en fait, c'est ça la problématique. Et pour faire revenir des habitants au centre-ville, il faut de la méthode. Nous, on a une méthode, on la propose, elle est simple. Elle sera basée sur la démocratie, l'écologie et la justice sociale. À partir du moment où on remet une ville agréable, qui fait bon vivre, où on peut vivre correctement et on peut avoir droit de cité, c'est-à-dire le citoyen, on pourra faire venir des gens dans on peut aussi parler de qualité des logements, prix du mètre carré, taille des logements, puisque les logements sont plutôt petits en centre-ville, si je ne me trompe pas. Pas du tout. Non, je me trompe alors. Il y a 17% de logements vacants en centre-ville, dont un quart vide depuis plus de 10 ans. Oui, effectivement, et puis il y a beaucoup de logements insalubres. En fait, justement, la rénovation urbaine doit être au cœur des politiques de la ville pour faire revenir des personnes. Jean-Paul Vermand. Je crois qu'il va falloir agir un peu plus résolument. La question démographique, elle est prioritaire. Effectivement, une ville qui perd des habitants, pour le dynamisme commercial, c'est délétère. On ne s'en sortira pas en termes de dynamisme commercial, de création de nouvelles implantations dans les commerces du centre-ville si on ne renverse pas la tendance démographique. Pour cela, il faut investir résolument dans les immeubles vides. Et investir directement, c'est-à-dire les acheter, les rénover. Et s'il n'y a plus de biens disponibles sur le marché, c'est qu'ils dysfonctionnent. C'est donc que la puissance publique, au premier rang desquels la mairie, doit prendre ses responsabilités sur cette question. Des solutions existent pour faire du portage immobilier. Moi, je pense qu'arriver où nous en sommes, dans la situation où sur le centre-ville, il y a plus de 500 logements vides, il faut intervenir directement. Il faut également rentrer dans les copropriétés. Elles dysfonctionnent pour bon nombre. Il n'y a plus de syndics. Et donc, à partir de ce moment-là, elles se dégradent. Elles ne peuvent pas bénéficier des programmes comme ceux de l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat pour redorer, pour redonner un peu de cachet à l'habitat du centre-ville. Et il y a d'autres moyens d'agir pour que les quartiers, pour que la périphérie irrigue le centre-ville. C'est l'idée que nous allons mettre en place des navettes électriques de petit format, justement. On y revient dans quelques temps. Alors, pour les logements, vous faites quoi? Vous achetez, vous devenez bailleur social, on fait quoi? Alors, il y a plusieurs solutions. Moi, nous avons inscrit dans notre programme la création d'une société publique locale qui doit se faire en lien avec Morlaix Communauté pour directement porter de la rénovation de l'habitat. Le logement social, il y a des partenaires sur le territoire. Il faut les mobiliser. Je le sais bien, Jean Président. Donc il faut effectivement les amener autour de la table pour que la mixité du logement sur le centre-ville soit réelle, qu'on crée du logement, vous l'avez vu, notre population est vieillissante, pour les plus anciens, des logements aussi pour ramener des familles, des actifs, des personnes isolées, et avec toute la disponibilité qu'il y a en termes de logements vacants sur le centre-ville, je crois que là, il faut une action résolue et rapide. Jean-Paul Babser, vous proposez aussi que la ville rachète les commerces. Jean-Philippe Babser. Donc effectivement, nous proposons un programme de rachat en partenariat avec Morlaix Communauté pour racheter, rénover et remettre à disposition de nouveaux commerçants pour un coût modique ces locaux. Je crois aussi qu'en dehors du programme d'urbanisme et du rachat des locaux vacants, il faut parler aussi d'animation. Je crois qu'aujourd'hui, il faut recréer un festival digne de ce nom à Morlaix, comme Morlaix en a connu par le passé. Un festival qui va attirer du monde,
qui va attirer des touristes et aussi des gens qui auront envie de s'installer par rapport à l'image que ce festival pourra refléter. On a aujourd'hui des animations de moins en moins importantes sur la ville. Et quand nous, on a rencontré les commerçants, on a rencontré les habitants, mais on a aussi rencontré les commerçants. Et le retour que j'ai eu et qu'on a eu à chaque fois des commerçants, c'est que leur chiffre d'affaires se portait mieux quand il y avait de l'animation. Merci beaucoup pour cet élément. Je vais revenir sur les logements, s'il vous plaît. Très rapidement. Oui, mais je vais revenir sur les logements. Parce que moi, je veux bien qu'on essaie de vendre des glaces aux Esquimaux, mais il faut quand même reprendre les choses dans le bon ordre. Non, il n'y a pas trop de petits logements. Oui, il y a énormément de transactions immobilières. Oui, il n'y a plus de biens à vendre. C'est tellement les propriétaires se sont lancés dans des acquisitions. Pardon ? Il y a des logements vides en centre-ville. Non, il n'y a plus rien de vide. Mais non. Écoutez, je vous invite... On n'a pas les bonnes stats. Mais vraiment, mais je ne peux pas vous laisser dire ça. De la même façon que j'ai une pensée un peu émue pour les commerçants dont on parle comme si c'était des gens en totale détresse. Certains sont en détresse, tous sont courageux, et il y en a qui s'en sortent très bien. Quand vous avez une librairie dans une ville de 15 000 habitants qui augmente son chiffre tous les ans et qui fait 25% de plus l'année dernière, quand tous les restaurants vous disent qu'ils étaient pleins depuis des mois et des mois, je crois qu'il faut arrêter. Sur les logements, je voudrais vous dire quelque chose quand même de très précis pour répondre à M. Vermont. Soyons concret, soyons précis. Vous pouvez répondre à tous les différents partenaires ici autour. Non, mais je vous réponds à vous en particulier parce que vous avez été très précis dans la proposition que vous faites. Vous semblez ignorer que dans le cadre de l'action Cœur de Ville, qui n'est pas un gadget, nous avons des possibilités pour les propriétaires acquéreurs d'être éligibles au dispositif de Normandie. Ça veut dire quoi, le dispositif de Normandie ? Vous achetez un bien 150 000 €, vous faites 50 000 € de travaux, vous avez 43 000 € de défiscalisation. Vous êtes éligible au dispositif Malraux. Vous avez bien sûr, vous avez des aides considérables, et c'est d'ailleurs pour cette raison que quand vous allez chez les notaires et dans les agences, on vous explique qu'il n'y a plus de biens à vendre à Morlaix. Ça, c'est la réalité. Vous auriez dû venir, Madame Lebrun, vous auriez dû venir à la réunion. Monsieur Vermont, vous inventez quelque chose qui n'existe pas. Ah bon, je l'invite, en tout cas, je l'invente avec les journalistes, puisque visiblement, ils ont des données que vous réfutez. Sur 2008, parce qu'en effet, nous avons dû assumer un héritage. Nous avons dû assumer. Parlons-en de l'héritage. Vous voulez qu'on parle du rapport de la Cour des comptes et des préconisations de celui-ci que vous n'avez pas suivi depuis 12 ans, par exemple, quand il disait l'épargne rouge, il n'y a pas d'autofinancement, etc. Je vous trouve bien agressif. Non, mais on ne peut pas laisser dire n'importe quoi. Moi, je suis serein, j'ai envie de débattre avec vous. Alors, on continue, justement. Discutons. Donc, pour les locaux vides, il y a encore des locaux vides à Morlaix, notamment tous les locaux qui n'ont qu'une seule accès, magasins, immeubles. Il faut racheter ces locaux, les rénover et donner la possibilité aux gens de pouvoir accéder aux immeubles par une porte différente. On va vous redonner le sourire à tous. Voilà, on va vous redonner le sourire à tous avec ce témoignage, parce que évidemment, tout ça n'enlève rien au charme de Morlaix, et vous allez le constater, notre invité mystère y est très attaché. Vous ne le connaissez pas, vous ne connaissez pas son identité, mais je vais vous donner encore quelques indices. Il a été auréolé de 2 victoires de la musique. Il a grandi à 2 pas de Morlaix, à Plourin. Voilà, il a encore un pied-à-terre dans les environs et même un studio d'enregistrement. Il a même écrit une partie de son album à Morlaix. Il l'a présenté chez vous au théâtre gratuitement au mois de juin. Je vous propose d'écouter effectivement Renan Luce, et soyez attentifs, il a une question ensuite à vous poser. Morlaix, d'abord, c'est évidemment toute mon enfance. Moi, j'y ai passé, en tout cas dans les environs de Morlaix, les 17 premières années de ma vie, et en particulier toute ma vie scolaire, jusqu'au bac. Donc c'est une ville que j'ai arpentée beaucoup. Mon père y travaillait, donc j'ai beaucoup de souvenirs liés à l'école primaire, au collège et au fait d'y venir évidemment régulièrement. Et puis aussi beaucoup de souvenirs liés finalement à ma découverte de la musique, parce que ce soit dans les spectacles du collège qui avaient lieu au théâtre de Morlaix, où j'ai eu mes premières expériences de scène qui m'ont énormément marqué, ou au fait de la musique où je jouais régulièrement avec mon frère, c'est un peu là que s'est construit mon envie et ce rêve de devenir un chanteur. C'est ce qui fait qu'on reste, en tout cas moi pour ma part, que je reste follement attaché à cet endroit. Quand j'en suis parti donc à 17 ans après mon bac, j'avais cette idée que je partais, que ma vie allait se dérouler ailleurs, et j'avais pas spécialement en tête un jour de
me sentir appelé par cette ville. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé 10 ou 15 ans après, où j'ai eu envie d'y retourner et d'aller retrouver des racines qui sont très profondes chez moi. Ce qui fait le charme de Morlaix, je dirais, peut-être sa topologie, parce que c'est une ville vraiment coincée entre des collines, quoi, donc il y a vraiment ce sentiment un peu de cuvette et donc d'une géographie je trouve assez belle, tout simplement. Il y a un équilibre avec ce viaduc au milieu entre les deux collines, cette ville construite un peu comme ça en contrebas. Il y a aussi évidemment du coup des hauteurs où on peut un peu, monter des escaliers en plein milieu de la ville, un peu cachés. Il y a des choses comme ça très jolies. La beauté des maisons, évidemment, des vieilles maisons à colombage, entre autres. Le fait qu'il y ait un port pratiquement au centre-ville aussi, c'est quand même quelque chose d'assez magique. Et puis évidemment la proximité de toute la richesse autour, que ce soit la campagne qui est très belle, jusqu'au Mont d'Arrée, et puis de l'autre côté toute la baie de Morlaix, qui pour moi est une baie magnifique, je trouve une des plus belles qui m'était donnée de voir. Alors je suis un peu chauvin certainement, mais je la trouve très, très riche de par le fait qu'il soit une côte très découpée, et avec beaucoup de petits îlots et de choses comme ça, donc ça en fait une côte très très belle. Le centre-ville de Morlaix est quand même assez comment on va dire, petit, quoi. On peut l'arpenter quand même assez rapidement. Néanmoins, peut-être que je choisirais la place où a lieu le marché, peut-être le samedi, parce que c'est toujours, je trouve, un endroit de rencontre assez génial, et d'échanger avec les gens, et puis le plaisir d'aller voir ce marché qui est plein de couleurs et d'odeurs que j'aime beaucoup. Voilà, et puis peut-être le port, parce que je suis sensible à cet appel un peu du large. Alors bien que le port ne soit pas sur la mer, mais sur la rivière de Morlaix qui va s'écouler une dizaine de kilomètres plus loin dans la Manche, c'est déjà pour moi un appel du large. Alors cher candidat, je vous remercie de m'écouter. J'ai une petite question ou on va dire remarque à vous faire, et peut-être que vous pourrez rebondir là-dessus. Je voulais simplement peut-être faire un petit coup de projecteur sur le port de Morlaix, qui pour moi est un des lieux quand même très attractifs de cette ville. C'est une grande chance, je trouve, d'avoir ce port pratiquement en centre-ville, et je trouve que ça peut être un atout assez fort, à la fois, je trouve, touristique, et aussi comme source de rencontres pour les Morlaisiens. Et voilà, un petit pôle un peu d'attractivité et puis de vivre ensemble. Et je me demandais si dans vos projets, il y avait parmi vous, pour tout le monde, des idées pour développer ce port. Alors je sais qu'il y aura le Sioux juste à côté qui va bientôt ouvrir, mais il y a peut-être encore d'autres choses à imaginer pour rendre cet endroit peut-être plus attractif, où on ait peut-être plus envie d'aller se promener sur les berges et d'aller admirer les bateaux. J'attends vos réponses, merci à vous. Eh bien, on va lui donner les réponses, Renan Luce. Jean-Philippe Babser, qu'est-ce qu'on fait pour le port? Alors, avant de répondre sur le port, je voudrais vous féliciter du choix de l'invité mystère, parce que ça me permet de mettre l'accent sur le tissu associatif et culturel morlaisien. Il est issu de Morlaix il a réussi par son talent évidemment, mais aussi parce que Morlaix, c'est une ville où il y a un terreau culturel. Et il nous a parlé de ses cours de piano. Voilà, par exemple. 350 associations. Je ne me trompe pas cette fois? Il y a effectivement beaucoup d'associations et des associations de qualité. Port. Pour répondre à la question du port, nous, dans notre programme, nous proposons une réouverture du port aux Morlaisiens, c'est-à-dire que c'est un projet, ce n'est pas un projet qu'on imposera. Alors, soit réouvrir le port du port jusqu'au viaduc, soit faire un parc urbain à cet emplacement-là. Effectivement, le côté port, côté Manu se développe beaucoup, avec des projets très intéressants portés par Morlaix Communauté notamment, et des projets de grande envergure, qui participeront eux aussi à la redynamisation du centre-ville. Moi, je pense qu'entre le viaduc et le port actuel, il faut qu'il y ait une voie naturelle. Il ne faut plus qu'il y ait cette coupure entre le port et le viaduc. Didier Alain, pardon, oui c'est ça. Plus de coupure entre le port et... Non, plus de coupure, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Mais je voulais revenir sur l'écologie quand même, parce que c'est un problème fondamental. Le port, moi je le connais bien parce que je pratique la voile, donc j'y vais souvent. Il y a des traces d'hydrocarbures dès qu'il y a des inondations où il y a un peu trop de pluie à Morlaix, parce qu'il y a beaucoup de voitures à Morlaix, il n'y a pas de végétal, donc il n'y a pas d'absorption de toute cette pollution, et elle se déverse dans le port de Morlaix. C'est un bassin de décantation. Donc la première chose à faire, ça va être de réduire la place de la voiture, donner la place aux piétons, donner la place aux vélos, dans un ordre de priorité, et faire venir les gens en transport en commun. Voilà, il va falloir réduire la pollution
Et mettre un peu de verdure. Mettre de verdure, mettre des promenades, effectivement, et de l'animation. Alors pour l'animation, moi je n'ai pas fini. Hein. Nous, on a des propositions pour développer le sport. Il y a les sports nautiques, hein, il y a les bateaux, mais par exemple à Plymouth, il y a les enfants font du kayak dans le port à flot. Donc ça, ce sont des possibilités. Jean-Paul Vermeaux. On a une chance phénoménale avec ce qu'il faut appeler le nouveau quartier de la Manu, le Sioux, tel qu'il était cité, mais également le futur espace des sciences. On a là un nouveau quartier qui va revivre après des années d'errement de la manufacture. Et ce n'est pas seulement le port qu'il va falloir relier jusqu'au viaduc, mais c'est tout le centre-ville, un cheminement naturel qu'il va falloir voir, qu'il va falloir pouvoir suivre, et notamment de manière piétonne, depuis le centre-ville, parler de la place Allende, la place du marché, jusqu'à ce nouveau quartier du port, qui est une opportunité phénoménale, mais bien dans sa liaison port-centre-ville. Une opportunité phénoménale, le port, Agnès Lebrun ? Oui, évidemment, et ça ne date pas ni d'aujourd'hui ni de hier. Et effectivement, Didier Alain a raison. Je crois qu'il faut avoir une vision plus globale. Renan Luce le dit, on est en fond de cuvette. Donc ça veut dire qu'aussi, on a des phénomènes de pollution qu'on ne connaissait pas il y a quelque temps. Et la prochaine étape de toutes ces étapes que nous avons franchies, de refaire la voie d'accès au port, de refaire la rue de Paris, la rue de Brest, avec notamment beaucoup plus d'espace pour les deux roues, eh bien la prochaine étape, c'est en effet un cheminement du musée vers le port et jusqu'au port, avec ce secret espoir que si chacun assume ses responsabilités, on pourra en effet concrètement décider ensemble de rouvrir une partie de la rivière, un peu comme ça s'est fait à Quimper. À l'époque, ça a fait beaucoup polémique et plus personne ne reviendrait en arrière. Et effectivement, notre ambition, c'est de pouvoir rouvrir et redonner en quelque sorte de l'air à l'eau, c'est-à-dire que l'eau soit à nouveau visible et il faut impérativement revégétaliser toute cette partie, particulièrement entre le musée et le port, mais tout spécifiquement, comme le disait Jean-Philippe Babser, entre le viaduc et le port, où là on voit bien que les voitures occupent une place qui était reconnue en 1970, mais qu'on ne peut plus concevoir en 2020. Alors, sur ce sujet, on voit que vous avez des points de convergence, et je pense que Renan Luce sera content d'écouter toutes vos réponses. Après le port, je vous propose de parler de transport, et plus particulièrement d'un dossier qui, cette fois-là, vous divise, c'est celui qui concerne la liaison ville haute, ville basse, et nous avons demandé aux Morlaisiens quelle solution leur paraissait la plus intéressante. Écoutez-les. Ce serait une attraction pour les enfants et pour la ville, et ça donnerait un peu de peps à tout ça, quoi. Parce que là, la ville est complètement engorgée, elle est en train de mourir, en fait, entre guillemets, et ce serait bien de la relancer. C'est vrai que ce serait une bonne chose qu'il soit remis en place. Mais bon, maintenant, voilà, ça fait des années que ça doit être remis, mais bon, là, on attend. Un funiculaire, ouais, comme à Brest, quoi. Enfin, là, c'est pour traverser Lapinfeld à Brest, mais ici, ouais, je crois que ça ferait du bruit dans la ville. Une construction pareille. Non, je crois pas. Non. Donc plutôt navette, bus, quelque chose comme ça, ou des vélos électriques ou autres peut-être. Ce que je verrais, c'est plutôt des bus électriques gratuits, quoi. Je crois que ça serait la meilleure solution. Peut-être la moins onéreuse. Bah, c'est déjà bien les bus et les cars. Il suffit de connaître les horaires et puis c'est bon. Alors, les premiers qui ont répondu parlaient du funiculaire. C'est Sarah Bencherifa et Carole Collinet qui ont recueilli cette parole. Le funiculaire, c'est un vieux projet, on peut même dire un projet centenaire. Il était censé relier le centre-ville à la gare. Un tunnel avait même été creusé sur 160 mètres de long entre 1905 et 1908, mais l'affaire avait tourné court, faute de budget, dans les années 30. Alors, le tunnel existe toujours. Il est en bon état. Agnès Lebrun, vous voulez le faire revivre, vous voulez relancer ce projet ? Il revit, le projet est engagé. Je dois même dire que ce projet, avec le projet du musée, sont les deux projets qui nous ont permis d'être éligibles au programme Action Cœur de Ville, dont il faut précisément dire qu'il nous a rapporté plus de 1 million d'euros jusqu'à maintenant. Et ce projet, effectivement, c'est un tunnel qui existe, vous l'avez souligné. Donc comment ne pas imaginer, finalement, c'est très rationnel, même du point de vue du coût. Je sais que M. Vermeaux n'est pas d'accord sur le coût, mais nous ne sommes pas d'accord sur la somme. Mais pourquoi, alors même que le tunnel sur la somme, existe... Vous dites combien ? On est entre 7 et 10 millions. Non, pas du tout. Mais non, bien sûr que combien ? non. C'était un point de divergence. Quel Alors, vous ne mettez pas Quel est votre d'accord. chiffrage ? Ce que je dis, c'est que ça coûte la moitié moins cher que s'il avait fallu le faire, puisque le tunnel existe. On est autour de 5,5 millions. D'accord. Voilà. 5 millions, c'est trop cher ?
5 millions, on peut faire, la politique, c'est des choix pour 5 millions. Des navettes électriques sillonneront la ville dans l'axe de la gare, sur le plateau nord-est en direction de la Madeleine et dans le fond de Paris. Églantine a dit, ça peut Il n'a changer. pas la compétence précisément transport, vers les voyons. parkings relais. Et Églantine le dit dans le petit reportage, ça peut changer l'image de la ville quand même. On est tous allés à Brest prendre le téléphérique. C'est une immense bouffée d'oxygène, c'est pas un funiculaire. Là, par rapport à la situation de Morlaix, je crois qu'on doit réfléchir la liaison du centre-ville avec tous ces quartiers. La liaison ville haute, ville basse, en fait, il y a 2 villes hautes à Morlaix, à minima, pour les 2 plus grands bassins de population, et que pour un coût bien moindre, des navettes électriques pourront sillonner les différents axes de la ville, et notamment par rapport à la question des commerces et de la vie du centre-ville, irriguer le centre-ville, mais également irriguer les quartiers. Jean-Philippe Babser, vous avez un autre projet. Alors, moi, je ne suis pas contre ce projet, même si je pense qu'il est assez onéreux. Préfériez l'ascenseur panoramique ou pas ? J'ai été à la rencontre des Morlaisiens, et nous avons été à la rencontre des Morlaisiens, parce que je n'ai pas été tout seul, évidemment. Et c'est vrai que ce projet, la première remontée négative qu'on a eue, c'est ce projet-là. Je ne sais pas s'il faut un ascenseur panoramique, je ne sais pas s'il faut un escalator, je ne sais pas s'il faut des navettes électriques. Tout ça, c'est très intéressant. Moi, le premier truc que j'aurais fait, j'aurais proposé aux Morlaisiens 2 ou 3 projets en leur disant, voilà, ça coûte tant, vous devez construire avec nous le Morlaix de demain. C'est votre ville, c'est vous qui devez choisir. Il me semble que là, on va voter. C'est le moment ou jamais de dire, moi je veux ça, c'est le moment de choisir. Je pense qu'effectivement, ça sera une des raisons pour lesquelles les gens voteront pour les uns ou pour les autres. Votre projet, c'est quoi ? Vous ne voulez pas choisir ? Moi, mon projet, c'est de soumettre aux Morlaisiens le projet qu'ils veulent. C'est la même chose. Didier Alain, vous aussi. Déjà, pour commencer, alors moi je rigole bien parce que ce qu'ils ont oublié, c'est vrai qu'on a oublié de dire que c'est vrai que le transport, c'est la compétence de Morlaix Communauté. Absolument. Normalement, il devait y avoir 2 études de fait sur ce projet. L'ascenseur panoramique et le funiculaire. Il n'y en a qu'une de fait. Non. Le deuxième n'est pas... moi, je n'ai pas pu prendre connaissance... Elle a été bâclée, la deuxième. Je n'ai pas pu prendre connaissance de ce document, ni les autres élus. Donc ça, c'est un problème de démocratie. On va voir justement s'il faut remettre la démocratie au centre. On ne va pas choisir maintenant, et puis on attend pendant 6 ans, on n'aura rien le droit de dire. Donc là, nous aussi, on va faire justement un travail de diagnostic, de faire un projet, plusieurs projets, et de le mettre enfin devant les Morlaisiens pour savoir lequel choisir, en tenant les aboutissants. Voilà, c'est ça. Puis lequel sera le plus utile ? Aujourd'hui, une remontée mécanique, alors je ne sais pas combien de personnes pour remonter dans la remontée mécanique, peut-être 8-10 personnes. Pour un TGV qui arrive pour 200 personnes, je trouve que c'est un investissement qui est très lourd. Et il y aura sûrement un coût de fonctionnement aussi à assumer, quoi. Madame Lebrun vous donne 20 secondes. Bien sûr, mais je vois qu'il y a des questions, donc ça mérite quand même réponse. Je vous donnerai la conclusion de l'étude où on voit que Morlaix Communauté se prononce en faveur de l'ascenseur oblique, le conseil départemental se prononce en faveur de l'ascenseur oblique et la ville de Saint-Martin-des-Champs et de Morlaix se prononcent toutes les deux pour l'ascenseur oblique. L'ascenseur oblique, c'est l'autre nom du funiculaire. Oui, mais ce n'est pas la même chose. Et d'autre part, et vous avez raison de parler d'écologie, c'est un transport décarboné. Personne n'en parle. Monsieur Vermont, vous dites, c'est soit l'ascenseur oblique, soit les navettes électriques. Non, c'est l'un et l'autre, voyons. C'est l'un et l'autre parce qu'il y a un nouveau quartier de la gare qui est en train de se constituer, que les promoteurs qui ont été retenus sont venus précisément parce qu'ils voyaient qu'il y avait un transport prévu pour désengorger le centre-ville. Et puis, pour les autres, en effet, il y a des navettes électriques. Mais n'opposons pas un plateau à un autre, s'il vous plaît. Je crois que les études de faisabilité n'ont même pas été menées, d'après ce que j'ai... Moi, je sais que... Vous n'êtes pas d'accord là-dessus ? Vous avez changé d'opérateur, l'opérateur a été changé. Il n'y a pas d'études de faisabilité, elles n'ont pas été faites encore. Et monsieur Vermont, 10 secondes. Très clairement, je suis surpris de ce que j'entends. Et l'un et l'autre. Non, si on fait l'un, on n'a pas besoin de l'autre. Et avec les navettes électriques, on n'aura pas besoin du funiculaire. Si un jour on a des moyens, moyens, là pour l'instant, on est dans une situation qui requiert un peu d'urgence. Pour bien moins cher, et c'est-à-dire pour pouvoir consacrer de l'argent à d'autres opérations, notamment les réhabilitations de l'habitat du centre-ville, il ne faut pas faire le choix du funiculaire. La navette électrique, vous avez laissé la ville et vous savez très bien que la navette électrique, ça coûte une fortune. On ne va pas vous réconcilier ce soir sur ce sujet, on l'a bien compris.
On va passer à une autre séquence, la dernière, et ce sera la dernière occasion pour vous de parler, un objet qui parle de votre ville. Nous vous avons demandé de ramener quelque chose, voilà. Et vous avez 30 secondes pour nous expliquer un petit peu votre choix. On vous donne la parole dans l'ordre du tirage au sort. Donc c'est Madame Lebrun qui avait 30 secondes. Alors, voilà, c'est la reproduction d'un tableau que l'on trouve au musée. Il y a 8000 œuvres au musée, qui est un musée labellisé Musée de France. C'est un tableau qui s'appelle La petite fille à l'orange. Elle tient une orange. Et ça, c'est le premier oranger qui sera planté dans la cour du musée, puisqu'il y a un grand projet de réhabilitation du musée. Et on parle beaucoup du musée et moins de sa cour, parce que ce sera un patio. En effet, ce sera un îlot de verdure au cœur de la ville que pourront fréquenter tous ceux qui ont envie d'aller au musée et tous les autres, naturellement. Un oranger sur le sol de Morlaix. Jean-Paul Vermeau. Alors, je vous ai amené le tome 3 d'une série de 5 livres sur l'histoire de Morlaix, faite par une retraitée de l'Éducation nationale, professeure d'histoire au Collège du Château. Ce tome 3, je l'aime particulièrement puisqu'il parle des coopératives ouvrières qui ont été créées au début du siècle dernier à Morlaix. Morlaix était une des capitales des coopératives, des sociétés coopératives, et elles existent encore pour certaines d'entre elles à l'heure actuelle. Morlaix, ville de l'innovation sociale, de l'innovation économique, c'est tout ce qu'on lui souhaite pour ce nouvel élan de 2020. Merci à vous, Didier Alain. Bon, dans la suite, donc j'ai amené un disque de Névé-Noé, qui était une coopérative artistique des années 80. Gérard Delahaye. Gérard Delahaye, qui continue à animer avec ses compères les scènes bretonnes. Donc c'est vrai que c'est un exemple, la SCOP, c'est un exemple social et économique. On peut imaginer des scopes sur le territoire spécialisés dans la rénovation de l'habitat écologique. Voilà. Et je pense que c'est un beau signal parce que le vinyle revient à la mode en plus. Merci d'avoir mis le vinyle. Jean-Philippe Babser. Alors moi, je vous ai amené des clés qui symbolisent les clés de la ville. Alors, Morlaix est une ville historique et je ne suis passionné d'histoire. Donc, un petit clin d'œil au passé, parce qu'on remettait au Moyen-Âge les clés de la ville à un duc ou à un roi qui venait dans la ville, mais aussi parce que je veux rendre les clés de la ville aux Morlaisiens. Ma liste s'appelle « Morlaix avec vous ». Et il faut redonner aux Morlaisiens les clés de leur ville. Merci à vous, merci pour tout. C'est ainsi que s'achève cette deuxième soirée spéciale élection municipale qui a permis de donner la parole aux concurrents du scrutin Carhaix et Morlaix. Un grand merci à tous de votre participation et d'avoir accepté de débattre. Merci à Frédéric Collat de France Bleu Brésil de m'avoir accompagné pour animer cette émission. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour notre troisième soirée de débat dans le Finistère. Au plus près des électeurs, nous serons à Brest et nous donnerons aussi la parole aux candidats de l'Île-de-Sein. Brest et l'Île-de-Sein au cœur des municipales, c'est mercredi prochain à 21h05. D'ici là, la campagne évidemment se poursuit dans nos journaux régionaux, sur la localiroise, également sur nos sites internet, sur France Bleu Brésil et dans votre quotidien Ouest France. Merci encore à tous, merci de votre fidélité et très belle soirée. Bonne soirée.